Salam alaikum. Bonjour. Le Forum del Moudjahid a le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur. Professeur. C'est un grade que j'ai obtenu par le biais de beaucoup d'efforts. Par la force des neurones. Voilà. Alors, le professeur Sahel Makhlouf, docteur en sciences et relations internationales. Ma collègue Nadia Karaz va en dire plus dans quelques instants. Le docteur Sahel Makhlouf, comme je viens de le dire, spécialiste en sciences et politiques, en sciences politiques et relations internationales, va nous parler de diplomatie. Va nous parler de diplomatie en Algérie. On est en décembre, il est tradition de faire un bilan. Il se trouve que le président Tebboune vient de boucler ces 2 années à la tête de l'État algérien. Et donc, comme l'ont dit un certain nombre d'observateurs, il a impulsé une nouvelle dynamique à l'international de l'Algérie. Une nouvelle dynamique, cette expression, à mon sens, mérite une petite explication au vu de ce qui se passe dans notre région. La nouvelle dynamique ne signifie pas une nouvelle politique. Et justement, c'est à ce niveau que je voudrais dire juste rapidement 2 mots avant de vous laisser la parole, professeur. Ce que la diplomatie, le discours politique algérien s'articule autour de 2 concepts centraux. D'abord, les principes et les intérêts. Il y a une expression qui est attribuée à tort à De Gaulle, qui aurait dit, alors que ce n'est pas lui en fait, que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ce n'est pas vrai. Il y a aussi des États, des pays, des sociétés, des histoires qui s'irriguent de façon permanente aux principes. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre pourquoi l'Algérie, qui s'inscrit au temps présent, au XXIe siècle, et qui s'implique dans la résolution des conflits à travers le monde, et a fortiori dans notre région, mais qui s'inspire aussi de principes qui plongent loin dans l'histoire. Ça veut dire qu'on peut avoir des positions actuelles sur des questions actuelles, contemporaines, mais dont l'origine s'irrigue, renvoie à des principes, notamment le soutien au mouvement de libération nationale. Et on sait tous que l'Algérie, de par son histoire, de par sa trajectoire, de par ses différentes positions à travers le temps, a toujours défendu ce principe qui reste immuable. Quand l'Algérie parle de la Palestine, quand l'Algérie parle des territoires colonisés, quand l'Algérie parle de la colonisation, ce n'est pas quelque chose qui répond à des intérêts prosaïques immédiats, mais qui répond à une certaine idéologie, à un dogme diplomatique. Et c'est pour ça que, contrairement à certains pays qui ont fait des intérêts conjoncturels l'alpha et l'oméga de leur dignité, l'Algérie s'inscrit en porte-à-faux. Il ne s'agit pas de voir notre intérêt et de lier des relations ou de normalisation avec des entités dont l'existence même est un affront à la dignité humaine, dont la politique même est une agression à la dignité humaine. Bien au contraire, l'Algérie défend le principe à partir d'intérêts purement réfléchis. Voilà tout ce que je voulais dire. Bienvenue à vous, professeur. Merci. Et je vous cède volontiers la parole. Merci. À toi, Nadia. Donc moi je complète la présentation qui a été faite de M. Makhlouf Sahel. Donc il est professeur des universités en relations internationales, juriste et professeur associé à l'école de journalisme. Voilà. Professeur, à vous la parole. Merci beaucoup, madame. Tout d'abord, permettez-moi de saluer tous ceux qui sont présents ici, de remercier monsieur le directeur général, monsieur Koussi, de m'avoir donné cette opportunité pour animer ce forum, que j'ai eu déjà le plaisir d'animer une fois, et c'est toujours avec plaisir que je le fais. Donc, la thématique
de ma conférence s'articule autour du redéploiement diplomatique de l'Algérie, enjeux et défis 2019-2021. Donc pour commencer, je reste fidèle à mon raisonnement d'universitaire et je reste fidèle aux impératifs de la méthodologie. Quand on utilise ce concept de notion de redéploiement diplomatique, je voudrais donner au moins quelques points autour desquels s'articule la signification de ce concept dans le cadre de cette conférence. Donc, quand on dit redéploiement diplomatique, cela veut dire qu'il y a au départ un changement d'approche entamé par les hautes autorités du pays pour permettre justement à cette diplomatie nationale d'aller d'une diplomatie de réaction, c'est-à-dire ne pas se contenter juste de réagir à des événements, à des faits, mais plutôt d'aller vers une diplomatie plus influente, plus active et plus affirmée. Le deuxième point autour duquel s'articule cette notion de redéploiement, c'est permettre au pays de se repositionner, entamer un repositionnement dynamique sur tous les dossiers qui touchent à nos intérêts vitaux. Le troisième point, quand on utilise ce concept de redéploiement, cela veut dire qu'on veut être présent diplomatiquement, donc une présence diplomatique plus soutenue au niveau bilatéral et multilatéral. Ce concept signifie aussi réaffirmation de nos positions de principe à l'égard de beaucoup de dossiers, notamment la question palestinienne et la question sahraoui, avec force et conviction. Et le dernier point par lequel j'essaie de donner un sens à ce concept de redéploiement, c'est l'Algérie décide d'agir d'égal à égal avec l'ensemble de ses partenaires étrangers. Quand on parle aussi de redéploiement, je reste aussi fidèle aux impératifs méthodologiques. Je le situe temporellement entre 2019 et 2021. Vous allez me dire pourquoi 2019? Tout simplement, le point de départ pour moi de ce redéploiement, justement, c'est juste après l'élection de M. Abdelmadjid Tebboune en tant que président de la République. Et là, je ferai appel à son discours qui a été prononcé lors de sa prestation de serment le 19 décembre 2019, où il avait prononcé un discours inaugural de son mandat et qui retraçait le programme présenté lors des élections présidentielles de 2019, s'articulant, comme vous devez le savoir, autour de 54 axes qui abordaient de nombreux domaines politiques, économiques, sociaux, mais aussi ce domaine qui concerne la politique étrangère. Ce discours a constitué, à mon sens, une feuille de route globale pour ce mandat présidentiel, une feuille de route à deux niveaux essentiels. Le premier niveau, il concerne le plan interne, et sur ce plan, il y a eu des réformes, il y a eu d'abord une volonté politique exprimée par le président de la République pour aller vers des réformes profondes des modes de gouvernance sur le plan politique et sur le plan économique. Dans ce cadre, il y a eu l'ouverture du chantier politique qui a dominé pratiquement ces 2 dernières années, et ce chantier politique a été axé essentiellement sur le projet de révision constitutionnelle. Et comme vous devez le savoir, la révision constitutionnelle a permis au pays d'approfondir encore plus, de consolider encore plus la démocratie par le biais de toutes les dispositions qui ont été mises en place par le biais de cette révision. Mais aussi, ce changement démocratique a été consacré par le biais de l'approche qui a été choisie, à savoir une approche constitutionnelle et par le biais des élections, ce qui a été fait d'abord par le référendum qui a donné la parole au peuple de s'exprimer sur ce projet. Et après, on a eu les élections législatives de juin 2021, puis les élections locales de novembre 2021. Ces élections qui, à mon sens, ont
organisé strictement dans le cadre de ces nouvelles dispositions constitutionnelles et réglementaires, notamment après le changement de certaines dispositions liées à la loi organique portant régime électoral, ce qui a permis au pays d'entamer une phase de renouvellement de la classe politique qui, à mon sens, a constitué une véritable révolution politique en douceur. Après, j'essaierai de traduire en arabe pour nos amis journalistes arabophones. Donc, sur le plan, j'ai cité le plan interne. Sur le plan externe, justement, quand vous revenez au discours inaugural prononcé par le président de la République lors de sa prestation de serment, il a axé justement une bonne partie de son discours sur la dimension liée à la politique étrangère. Dans ce cadre, il avait parlé de la nécessité de se redéployer diplomatiquement sur plusieurs espaces géopolitiques et plusieurs dossiers. Il avait cité la question palestinienne, la question sahraoui, la Libye, la région du Sahel, etc. Cela ne veut pas dire que les autres dimensions qui n'ont pas été peut-être citées sont occultées. Bien au contraire. Et c'est ce que j'essaierai de développer lors de ma conférence pour dire que l'Algérie, de par son potentiel, de par son positionnement géopolitique et géostratégique, elle a toutes les capacités pour être un pays pivot sur plusieurs ensembles, plusieurs espaces géopolitiques, maghrébins, africains, arabes et même méditerranéens. Donc, حتى أحاول أن أسهل المهمة للإخوة الصحفيين الذين يعني يكتبون باللغة العربية، أقول أن محتوى هذه المداخلة يتمثل في محاولة تحليل هذه الديناميكية الجديدة التي أراد السيد رئيس الجمهورية أن يكرسها خلال هاتين السنتين وفي إطار رؤيته الشاملة لهذا المشروع الهام والكبير المتمثل في الجزائر الجديدة. أشرت إلى أنه من الجانب المنهجي قلت أنه حينما أتحدث عن إعادة انتشار دبلوماسيتنا الوطنية، ذلك يمر عبر تغيير للمقاربة المتبعة من قبل جهازنا الدبلوماسي، على اعتبار أنه بعدما كانت الجزائر طوال سنوات وللأسف الشديد أحيانا كانت غائبة في ملفات مهمة وحساسة كما كان الحال بالنسبة للملف الليبي وبعض الملفات الأخرى لأسباب عدة الكل يعلمها، كانت مرتبطة فترة الحكم السابق ما قبل 2019. ارتأت السلطات العليا وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية بحكم أنه هو المسؤول دستوريا على وضع ورسم السياسة الخارجية للبلاد، فتم اختيار هذا التغيير في المقاربة من دبلوماسية رد الفعل إلى دبلوماسية التأثير، دبلوماسية تكون حاضرة، تكون قوية ومتواجدة في مختلف الملفات التي تهم بلادنا وتهم مصالحنا الحيوية العليا. النقطة الأخرى، حينما نتحدث عن إعادة انتشار نتحدث عن إعادة تموقع ديناميكي من وجهة نظر دبلوماسية بالنسبة لكل الملفات التي تهمنا. هذا يعني أيضا تواجد دبلوماسي قوي و يعني مؤثر على مستويات مختلفة، على المستوى الثنائي وعلى المستوى المتعدد الأطراف. أيضا الحديث عن إعادة انتشار دبلوماسي يعني إعادة التأكيد وبقوة وقناعة عن مختلف مواقفنا المبدئية تجاه قضايا مهمة مثل القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية. وهنا أشير إلى أنه رغم كل المحاولات الرامية إلى تأثير على موقف الجزائر إزاء هاتين القضيتين إلا أنها بقيت صامدة، بل أكثر من ذلك شاهدنا في كثير من المناسبات كيف
كان يرد السيد رئيس الجمهورية من خلال لقاءاته المختلفة مع الصحافة ممثلي الصحافة الوطنية، أو من خلال ما يقوم به أيضا السيد وزير الخارجية السيد رمضان العمامرة من إعادة التأكيد على هذه المواقف المبدئية. أشرت قلت أنه هذا الموضوع المتمثل في محاولة تفكيك وتحليل هذه الديناميكية المتمثلة في إعادة انتشار دبلوماسي لا يمكن أن نفصله عن هذه الرؤية الشاملة التي أتى بها السيد رئيس الجمهورية منذ انتخابه. أشرت إلى خطابه بعد أداء اليمين في 19 ديسمبر 2019، والذي قلت ركز على شكل خارطة طريق حقيقية، وارتكز على محورين أساسيين: محور يشمل البعد الداخلي ومحور يشمل البعد الخارجي. على المستوى الداخلي أشرت إلى الإرادة السياسية القوية التي عبر عنها السيد رئيس الجمهورية لكي يحدث هذا التغيير الديمقراطي على مستوى أنماط الحوكمة سياسيا واقتصاديا. وفي هذا الإطار شاهدنا أن هاتين السنتين الأولى والثانية تمحورت أساسا على الورشة السياسية التي شاهدناها من خلال محطات، أبرزها التعديل الدستوري الذي كرس هذا التصور الجديد للحكامة السياسية لممارسة الديمقراطية، تعزيز حقوق الإنسان وحرية الإنسان، إعادة ترتيب وتنظيم السلطات الثلاث من خلال إحداث توازن ومرونة من حيث مبدأ الفصل بين السلطات، العمل على أخلاقة الحياة العامة، moralisation de la vie politique et la vie publique, et cela a constitué à mon sens une variable très importante dans le cadre de ces réformes engagées par le président de la République. Sur le plan externe, le discours يعني الخطاب ركز عليه السيد رئيس الجمهورية في خطابه حول البعد الخارجي حينما أكد على ضرورة إحداث هذه التصورات الجديدة، إحداث هذا إعادة الانتشار الدبلوماسي للجزائر على مستويات مختلفة إقليميا قاريا ودوليا. Là j'arrive au deuxième axe, plutôt l'axe premier de cette conférence, qui consiste à parler sur le socle référentiel et doctrinal. Donc pour être bref, pour ne pas trop focaliser sur cet axe, j'essaierai de donner les points essentiels constituant ce cadre référentiel. Donc je citerai en premier la référence historique qui est liée à la conférence de Bandung en date du 20 août 1955. Et là, à mon sens, la présence de la délégation algérienne dans le cadre de cette conférence a constitué le premier noyau par lequel la diplomatie algérienne, lors de notre révolution, a commencé à démontrer ce qu'elle pouvait faire. Quand on sait que la délégation algérienne était emmenée par des jeunes diplomates, mais qui étaient brillants. Je citerai à titre d'exemple Mohamed Yazid, Aït Ahmed et Ben Yahya Allah yarhamhum, pour dire aussi qu'il y avait d'autres personnalités, mais ceux-là étaient vraiment présents et ils avaient permis à l'Algérie d'avoir une voix très audible au sein de cette conférence, mais aussi ils ont plaidé brillamment et fortement pour le droit du peuple algérien à l'autodétermination. Le deuxième référentiel important pour notre politique étrangère et notre diplomatie, c'est bien entendu la proclamation du 1er novembre 1954 qui constitue la matrice globale d'abord pour la révolution, notre glorieuse révolution, mais aussi par la suite, elle a constitué la matrice directrice de l'État indépendant, l'État national indépendant en Algérie. Le troisième référentiel, c'est bien entendu la Constitution,
et comme cela se fait partout dans le monde, toutes les constitutions des pays soulignent les dispositions qui sont en rapport avec la politique étrangère du pays. Le quatrième référentiel, c'est bien entendu les principes fondateurs du droit international contemporain et tout ce qui touche à la légalité internationale, notamment la Charte des Nations Unies. Donc tous ces principes auxquels adhère notre pays et pour lesquels il situe, dans lesquels il situe son action diplomatique. Pour les principes directoires de notre diplomatie, je citerai essentiellement le principe de souveraineté nationale, qui est un principe sacré pour l'Algérie, État et peuple. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Algérie, qui a souffert des affres du colonialisme, qui connaît ce que c'est qu'être privé de sa liberté, de son indépendance, de sa souveraineté, ce qui a fait que, après le recouvrement de notre indépendance, l'Algérie a situé ce principe en premier ordre dans le cadre des principes directoires de sa politique étrangère. Et de ce fait, l'Algérie refuse à ce que les autres s'immiscent dans ses affaires internes, comme elle se refuse à elle-même aussi de s'immiscer dans les affaires des autres. Ce qui est important à souligner. Le deuxième principe fondamental de notre politique étrangère et qui guide l'action diplomatique du pays, c'est l'indépendance de la décision nationale, sur le plan politique et sur le plan économique. Et quand je dis indépendance de la décision nationale, c'est une chose qui est très importante et qui peut se vérifier à travers ces positions de principe, justement, prises par notre pays à l'égard de beaucoup de dossiers et qui lui permettent de ne pas suivre certaines dynamiques contre nature, comme c'est le cas, par exemple, avec ce rapprochement qui est fait et la normalisation de certains pays arabes avec l'entité sioniste. Bien au contraire, l'Algérie est restée fidèle à ses positions de principe à l'égard et de la question palestinienne, mais aussi de la question sahraoui en tant que cause juste de libération nationale. Un autre principe fondamental qui dirige notre politique étrangère et dans lequel active notre diplomatie nationale, c'est le principe de résolution pacifique des conflits et crises. On a vu comment l'Algérie a souligné cette position de principe à l'égard de la crise libyenne, par exemple, depuis 2011 jusqu'à nos jours. Et on a vu qu'au départ, l'Algérie était seule à croire à ce principe, à cette idée, en disant que la solution durable pour la crise en Libye, avant qu'elle devienne un conflit complexe, elle disait que la solution devait être politique, devait être axée sur le dialogue interlibyen et devait être axée sur la sauvegarde et la pérennisation de l'unité du peuple et l'unité territoriale de la Libye. 10 ans après, tout le monde est revenu pratiquement à cette position, mis à part quelques puissances qui ont des desseins géostratégiques et géoéconomiques liés à la situation en Libye. Un autre principe, c'est celui de soutenir les causes justes et de libération. Et le dernier principe, qui est articulation des rapports internationaux autour de la notion de coopération, de solidarité et de partenariat équilibré entre les pays et les nations. حتى ألخص هذا المحور زملائنا الصحفيين باللغة العربية، أقول أنه بالنسبة لي المرجعية التي تتحرك في إطارها دبلوماسيتنا الوطنية، أشرت إلى هذه العناصر المرجعية إلى البعد التاريخي والمتمثل في تواجد الدبلوماسية الوطنية التحررية في لقاء باندونغ في 20 أوت 1955، وهو الذي سمح للوفد الجزائري بقيادة كل من محمد يزيد وأيت حمد وبن يحيى وغيرهم رحمهم الله، الذين استطاعوا أن يوصلوا صوت الجزائر المكافحة والمناضلة آنذاك، والذين رفعوا بقوة وبجدارة لحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره. المرجعية الثانية تتمثل في بيان أول نوفمبر سنة 1954 الذي يشكل المصفوفة الشاملة للدولة الجزائرية
الثورة التحريرية آنذاك. المرجعية الثالثة تتمثل في الدستور كما هو معمول به في مختلف الدول، حيث نجد دساتير حديثة تشير في أحكامها في بعض أحكامها إلى كل ما يتصل بالسياسة الخارجية للدول. ثم لدينا المبادئ المتصلة بالقانون الدولي المعاصر ومختلف المبادئ المرتبطة بالشرعية الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة. بالنسبة للمبادئ التي تؤطر السياسة الدبلوماسية السياسة الخارجية والتي تتحرك وفق الدبلوماسية الوطنية، لدينا مبدأ قدسية السيادة الوطنية، وهذا من منطلق أن الجزائر عانت من ويلات الاستعمار والاحتلال، وبالتالي هي ترفض للغير أن يتدخل في شؤونها كما ترفض لنفسها أن تتدخل في شؤون الغير. المبدأ الثاني هو استقلالية القرار الوطني سياسيا واقتصاديا، وهذا ما يسمح للجزائر بأن يكون لديها مواقف مبدئية وقوية إزاء عديد من القضايا كالقضية الفلسطينية والقضية الصحراوية. مبدأ آخر يتمثل في دعم الحركات العادلة والحركات التحررية. أيضا مبدأ التسوية السلمية للنزاعات والأزمات. ثم ضرورة تفاعل العلاقات الدولية على أساس قيم التعاون والتضامن والشراكة المتوازنة فيما بين الشعوب والأمم. Pour le deuxième axe qui concerne la mise en œuvre du redéploiement diplomatique de notre pays, là je citerai quelques points pour souligner cette mise en œuvre. Donc il y a d'abord les orientations de Monsieur le Président de la République qui ont consacré cette volonté justement de se redéployer diplomatiquement, comme je l'ai souligné lors de sa prestation de serment. En changeant aussi d'approche, l'Algérie ne se contentait plus de réagir, bien au contraire, elle a choisi la voie de la présence active, la voie d'influencer sur les dossiers qui sont liés à notre agenda diplomatique qui est multiple. De par notre position géographique qui revêt une importance géopolitique et géostratégique majeure, l'Algérie se devait de réagir en pays pivot dans au moins 4 espaces géopolitiques immédiats, à savoir l'Afrique. Donc quand je dis l'Afrique, il y a l'Afrique et il y a la sous-région Afrique, la sous-région africaine, donc la région du Sahel. Vous avez la région du Maghreb, ou qu'on appelle dans certaines littératures l'Afrique du Nord. Vous avez aussi la dimension arabe, qui doit être aussi un espace géopolitique dans lequel notre diplomatie doit être plus active et plus affirmée. Il y a aussi l'espace géopolitique qui est lié à la Méditerranée, dans lequel notre pays peut être un pays pivot entre les deux rives, la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. Quand on parle de cette mise en œuvre du redéploiement, il faudrait souligner à juste titre justement le retour de M. Ramadan Lamamra à la tête du département des affaires étrangères, qui a su redynamiser de par son expérience, de par sa clairvoyance, l'action diplomatique du pays, tout en restant dans le cadre des orientations définies par le président de la République. Il y a aussi ce redéploiement qu'on aperçoit par le biais des multiplications des visites faites par notre ministre des Affaires étrangères dans plusieurs régions du monde, et aussi toutes les visites des hauts responsables étrangers qui ont visité ces 2 dernières années notre pays. Dans le cadre justement de cette nouvelle vision, de cette nouvelle approche, de cette nouvelle perception de l'action diplomatique du pays, quand on parle de ce redéploiement, il faudrait rendre hommage au président de la République qui a pris la décision de nommer 7 envoyés spéciaux qui sont mis sous l'autorité directe du ministre des Affaires étrangères et qui sont chargés de conduire l'action internationale de l'Algérie sur 7 axes d'efforts essentiels qui reflètent les intérêts et les priorités de notre diplomatie nationale. Et dans ce sillage, je n'omettrai pas de souligner aussi l'organisation pour la première fois dans l'histoire de notre diplomatie, l'organisation d'une conférence qui a rassemblé d'abord sous l'égide
sous l'égide du président de la République, et cette conférence qui a rassemblé les chefs de mission diplomatique et consulaire algérienne le lundi 8 novembre 2021, ce qui a aussi constitué, à mon avis, une avancée majeure dans le cadre de la mise en œuvre de ce redéploiement diplomatique du pays. J'essaierai de terminer avec le troisième axe et je traduirai pour nos amis arabophones. Donc là j'arrive au troisième axe de cette conférence pour parler de ce redéploiement qui passe par un dynamisme diplomatique. Donc se redéployer devait nécessairement aboutir à un dynamisme de notre action diplomatique, ce qui peut être souligné à travers trois points essentiels. L'Algérie agit pour résoudre des conflits existants, comme c'est le cas au Mali, et on a vu depuis 2019 jusqu'à nos jours, l'Algérie essaie d'être présente d'une manière affirmée et effective dans tout ce qui concerne les efforts liés à la résolution de la Libye. Notre pays était présent dans toutes les conférences internationales qui ont été organisées au sujet de la Libye. L'Algérie a été l'initiatrice de la création du mécanisme qu'on appelle les pays voisins à la Libye, ce qui a permis aussi à notre pays de se replacer, mais aussi de créer un espace de concertation et de coordination avec les pays voisins qui sont concernés par tout ce qui se passe en Libye. Il y a aussi le dossier malien dans lequel notre pays a déjà été présent en 2015 lors de la médiation. Oui, parce que l'Algérie, c'est elle qui a chapeauté la médiation internationale. Exactement, elle est chef de file de la médiation et elle est aussi chef de file du suivi, de la mise en œuvre de l'accord, voilà, de l'accord de paix et de réconciliation, ce qui lui permet d'être constamment présente dans ce dossier. Et c'est tout à fait normal parce que ce qui se passe au Mali peut avoir des conséquences directes sur notre stabilité, notre sécurité nationale. Le deuxième point par lequel on aperçoit ce redéploiement et ce dynamisme diplomatique, c'est cette volonté de contribuer à la résolution des conflits probables, c'est-à-dire qui ne sont pas encore arrivés à un stade de conflit, mais qui sont à un stade peut-être de crise, de différent. Et là, je citais comme exemple l'action de bons offices que l'Algérie a entamée de par ses bonnes relations avec les trois pays qui sont liés à ce qu'on appelle la crise du barrage de la Renaissance, l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. À travers ces efforts, l'Algérie essaye, des efforts de bons offices, essaye de contribuer à la résolution de ces différends par le biais de la voie diplomatique et les négociations. Le troisième point par lequel on essaie de définir ce redéploiement de l'Algérie, c'est quand elle œuvre pour établir des consensus. Là, je citerai tout ce qu'elle a fait durant des années au sein de l'Union africaine et ce qu'elle fait aussi actuellement avec un certain nombre de pays qui adhèrent au même principe que l'Algérie concernant la décision anormale qui a été prise par le président de la Commission africaine d'octroyer le poste de membre observateur à l'entité sioniste et qui est contre-productif et qui est contraire aux principes et aux valeurs qui régissent l'Union africaine. On a vu qu'il y a beaucoup de pays africains qui refusent cette décision. La décision a été ajournée pour être étudiée et débattue lors du prochain sommet. Mais ce qui est important à dire, c'est que l'Algérie était parmi les pays qui ont œuvré dans le sens de la construction d'un consensus africain pour refuser justement cette décision anormale et contre les valeurs de l'Union africaine. Il y a aussi cette volonté politique de reconstruire, rebâtir un nouveau consensus arabe à l'égard de la cause palestinienne
Et là, je pense que une bonne occasion se présente pour notre pays pour accentuer ses efforts dans ce sens. C'est le prochain sommet arabe que l'Algérie accueillera en 2022. Voilà, donc j'ai terminé avec le deuxième et troisième axe. J'essaierai de traduire rapidement. إذن بالنسبة لي كيفية تفعيل إعادة الانتشار الدبلوماسي للجزائر، أشرت إلى أولا التوجيهات التي يسديها رئيس الجمهورية للجهاز الدبلوماسي بحكم أنه دستوريا هو الذي يشرف على رسم ووضع المعالم الكبرى للسياسة الخارجية للبلاد. هذا التحرك وهذا إعادة الانتشار يظهر من خلال إعادة تغيير المقاربة التي تتحرك وفقها دبلوماسيتنا الوطنية. بعدما كانت تكتفي فقط برد الفعل، أصبحت اليوم تبادر بمواقف، بآراء، بحلول بشأن كل الملفات التي تهمنا وتتصل مباشرة بأجنداتنا الدبلوماسية المتعددة الأبعاد. بحكم أهمية الموقع الجغرافي من وجهة نظر جيوسياسية وجيوستراتيجية لبلادنا، أعتقد أنه من الأجدر ومن المطلوب أن تتحرك بلادنا كدولة محورية في عدد من الفضاءات الجيوسياسية المباشرة والتي تهمنا بشكل مباشر. وهنا أقصد الفضاء الجيوسياسي الإفريقي وبجانبه المتصل بالفضاء دون الجهوي المتمثل في منطقة الساحل. لدينا أيضا الفضاء المغاربي الذي يجب أن نكون فيه حاضرين وبقوة، ولدينا أيضا الفضاء الجيوسياسي العربي الذي يتعين علينا أيضا أن نكون فيه حاضرين، ثم لدينا الفضاء الجيوسياسي الرابع والمتمثل في البعد المتوسطي الذي يجب أيضا أن تكون فيه الجزائر حاضرة بقوة. لماذا أقول يجب علينا أن نكون حاضرين كدولة محورية؟ لأنه نملك كل المقدرة، كل المقدرة المادية والبشرية وخاصة القيمية. On a un ensemble de valeurs, on a une grande histoire. Tout ça nous permet d'être justement un acteur majeur et un acteur pivot au sein de tous ces espaces géopolitiques immédiats. Il y a لدينا أيضا، أشرت إلى عودة السيد العمامرة كوزير خارجية، أعطى أيضا نفس جديد وسرع من هذا إعادة الانتشار لدبلوماسيتنا الوطنية. ثم لدينا أيضا كل هذه الزيارات التي قام بها وزير الخارجية وكل الزيارات التي قامت بها وفود عديدة من الخارج لبلادنا. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هناك اهتمام كبير بما تقوم به الجزائر وما تقوله الجزائر. وبالتالي كل هذا الحراك الدبلوماسي أو الحركية الدبلوماسية تؤكد هذه الديناميكية الجديدة التي تطبع تحركنا الدبلوماسي. في هذا الإطار أيضا أشرت إلى قرار مهم جدا اتخذه السيد رئيس الجمهورية والذي يصب في تفعيل هذه الديناميكية الجديدة للدبلوماسية الوطنية، والمتمثل في تعيين 7 مبعوثين خاصين مكلفين تحت إشراف وسلطة وزير الخارجية، مكلفين بإدارة الحركية الدبلوماسية للجزائر من خلال 7 محاور أساسية مرتبطة بمصالحنا وأولوياتنا الوطنية. ثم أشرت إلى نقطة أخرى أو محطة أخرى مرتبطة بهذا الديناميكية الجديدة المتمثلة في إعادة انتشار دبلوماسي لبلادنا، والمتمثلة في تنظيم لأول مرة في تاريخ دبلوماسيتنا الوطنية لقاء تحت إشراف المباشر للسيد رئيس الجمهورية، والذي ضم أو حضر فيه كل سفرائنا وكل قناصلة الجزائر المتواجدين في الخارج، وهذا بهدف خلق فضاء تنسيقي
تشاوري، وأيضا من خلاله يتم تحديد الأولويات والمنهجية التي وطبعا كل المصالح الحيوية التي يتعين على كل هؤلاء المسؤولين على بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية أن يقوموا بها لفائدة الجزائر. المحور الثالث أشرت فيه إلى كيفية تفعيل هذا أو إعطاء ديناميكية لهذا المفهوم إعادة الانتشار الدبلوماسي. أشرت إلى 3 نقاط أساسية من خلالها تحاول الجزائر أولا أن تتحرك من أجل حل نزاعات قائمة كما هو الحال في ليبيا، كما هو الحال في مالي. أشرت إلى الموقف المبدئي الذي دافعت عليه الجزائر بالنسبة للقضية الملف الليبي منذ بدايته، يعني في 2011 حينما كان المسألة على مستوى أزمة داخلية، وقبل أن يتم تفعيل التدخل العسكري من قبل الحلف الأطلسي، والكل يعلم كيف تم ذلك. فالجزائر منذ ذلك الوقت كانت تقول بأنه الحل للمعضلة الليبية لا يمكن أن يكون إلا عن طريق التسوية السياسية، والتسوية السياسية تعني وجود حوار بيني بمعنى بين الليبيين ذاتهم أساسا، وممكن بمساعدة من الأطراف الخارجية، بمساعدة ليس من وجهة نظر براغماتية وإنما من وجهة نظر المساهمة في حل أزمة داخل ليبيا، والتي كان لها تأثيرات كبيرة على استقرار المنطقة ككل. وهنا يكمن الاختلاف بين الموقف الجزائري وموقف كثير من الدول. الجزائر حينما وقفت إلى جانب الشعب الليبي وإلى جانب ليبيا الشقيقة، فهي وقفت دون أن تعطي أهمية لأي مصلحة غير المساهمة في إعادة بناء الاستقرار والأمن والسلم في ليبيا، لأنه لا يجب أن نذكر بأن ليبيا كانت من الدول الشقيقة التي وقفت إلى جانب الجزائر أثناء الثورة التحريرية، والشعب الليبي قدم دعم وسند كبير للثورة التحريرية، وبالتالي كان لزاما من باب الوفاء أن تساهم الجزائر في كل الجهود التي ترمي إلى إعادة الاستقرار والأمن في ليبيا. نفس الشيء بالنسبة لمالي، وهنا أشرت إلى الدور الذي لعبته الجزائر حينما أشرفت على المفاوضات وعلى الوساطة الدولية، باعتبارها هي التي تقود الوساطة الدولية، والتي مكنت الإخوة الماليين والأشقاء الماليين من توقيع على اتفاق السلم والمصالحة هنا في الجزائر في 2015 بالأحرف الأولى، ثم تم التوقيع نهائيا في جويلية 2015 في باماكو. نعم. وأكثر من ذلك الاتفاق يقضي بأن تبقى الجزائر هي التي تشرف على هيئة متابعة تنفيذ بنود وأحكام هذا الاتفاق، وهو ما يسمح لها بأن تكون متابعة لهذا الموضوع. وهنا أيضا الموقف الجزائري واضح، بحيث الجزائر تؤكد دائما على أن الحل المستديم بالنسبة للوضع في مالي يمر عبر التنفيذ الصارم والفعلي لمختلف بنود وأحكام اتفاق السلم والمصالحة، وبهذا الشكل يمكن للإخوة الماليين أن يعيدوا بناء يعني أمورهم داخلية وإعادة بعث الاستقرار والأمن داخل هذا البلد الشقيق. النقطة الثانية أشرت إلى مساهمة الجزائر أو المحاولة بالمساهمة في تسوية أزمات أو نزاعات على مستوى، حينما تكون على مستوى أزمة، لأن النزاع لا يظهر مباشرة كنزاع كما نعرفه في علم العلاقات الدولية، وإنما المسألة قد تبدأ بخلاف ثم يتطور تدريجيا إلى أزمة، ومع مرور الوقت خاصة إذا ما تدخلت أطراف من الخارج المسألة تتعقد أكثر، وهو ما يجعلنا أمام نزاع قد يكون مسلح، قد يكون غير مسلح إلى آخره من أشكال وأنواع الأزمات. لكن بالنسبة لهذا النوع من الحالات غير العادية
الدبلوماسية الجزائرية تحاول أن تساهم في تقريب وجهات النظر في مساعدة الأطراف المتخالفة أو المتنازعة كي تصل إلى حل سلمي لهذا الوضع. وهنا أشرت إلى مثال مرتبط بما يعرف بأزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان. بهذا أكون قد انتهيت من المحور الثاني والثالث. أصل إلى المحور الرابع والأخير. Donc j'essaierai d'être bref, je ne sais pas combien on a fait, madame. Très bien. Donc pour le quatrième axe et dernier, il s'articule autour du redéploiement diplomatique face à quels enjeux et quels défis. D'abord, il faut dire que tous les espaces géopolitiques immédiats de l'Algérie sont confrontés à divers défis et menaces. Vous avez bien entendu les ingérences étrangères qui aggravent des situations conflictuelles existantes. Il y a aussi l'instabilité de plusieurs pays frontaliers, à l'image de ce qui se passe en Libye, au Mali et à un degré moindre en Tunisie. Il y a aussi la présence de groupes terroristes et de crimes connexes liés au banditisme organisé transnational, ce qui nous donne, notamment dans la région du Sahel, et ce qui nous donne des menaces sécuritaires composées, complexes, et qui demandent des efforts énormes pour y faire face, les éradiquer. Il y a aussi un autre défi, un enjeu qui est lié à la convoitise des puissances étrangères, et notamment les luttes d'influence qui sont contre-productives pour la stabilité de la région, de l'Afrique, de la sous-région du Sahel et même du Maghreb arabe. Il y a aussi un défi, peut-être même une menace qui met en danger la stabilité de toute la région du Maghreb arabe, c'est celle qui est liée à la présence militaire ainsi que l'officialisation de la servitude stratégique du régime marocain au profit du projet, au profit de l'entité sioniste. Et là, je vais ouvrir une parenthèse rapidement pour dire qu'en fin de compte, ce n'est qu'une officialisation d'un mariage qui a toujours existé. Depuis des années, tous les observateurs avertis avaient connaissance des liens étroits qu'entretenaient les différents rois du Maroc avec l'entité sioniste. Il y a même c'est pas des chercheurs algériens qui le disent ou arabes, mais des responsables israéliens qui le disent, et à travers leurs déclarations, ils rendaient hommage aux différents rois marocains, notamment le roi Hassan II, qui avait d'abord permis et facilité le départ de plusieurs juifs marocains, et qui a facilité leur immigration vers Israël, mais aussi tous les liens existants entre les services marocains et les services... Il avait fait espionner les dirigeants du Soudan. Voilà, ça c'est une autre facette de ce jeu de coulisses. Donc finalement, ce qui s'est passé dernièrement, ce n'est qu'une officialisation d'un mariage coutumier qui était qui existait bien avant entre deux colonisateurs. Deux colonisateurs, à savoir le colonisateur israélien qui exerce un processus de colonisation en terre palestinienne depuis 1948 jusqu'à nos jours, et on est aussi face à un colonisateur qui exerce aussi un processus de colonisation sur le territoire du Sahara occidental. Donc il y a aussi, il faudrait revenir à l'agression marocaine à Guerguerat au mois de novembre 2020, qui a constitué aussi une agression à l'égard du peuple sahraoui, des manifestants pacifiques sahraouis, mais ce qui a poussé aussi le Front Polisario à reprendre justement et légalement les armes.
dans le cadre d'une situation de légitime défense, mais aussi, de par cette agression marocaine, le régime du Makhzen a non seulement transgressé et violé l'accord de paix, l'accord de cessez-le-feu signé en 1991, mais aussi, de par cette conduite malveillante, il a officialisé une remise en cause totale de tous ces engagements internationaux. Donc, face à tous ces enjeux, face à tous ces défis, quoi faire? Justement, ce redéploiement diplomatique est venu au bon moment pour permettre au pays de faire face à tous ces défis, à tous ces enjeux majeurs, mais aussi pour être présent sur tous les dossiers qui touchent à nos intérêts vitaux et qui touchent à notre sécurité nationale. Donc devant ce contexte chrysogène multiple et multidimensionnel, notre pays a consolidé, mais doit consolider davantage son immunité nationale. Et quand je dis son immunité nationale, cela veut dire renforcer davantage tout ce qui est en relation avec un front interne uni pour faire face à toutes ces menaces et tous ces défis. Le pays a entamé un changement démocratique important depuis l'élection du président de la République, ce qui lui a permis de consolider sa stabilité structurelle et institutionnelle à travers la consolidation de la pratique démocratique, le renouvellement de ces institutions élues, ce qui constitue des étapes importantes dans le cadre de l'édification de cette nouvelle Algérie. Dans ce sillage, je n'omettrai pas de rendre hommage au rôle majeur et central joué par notre armée nationale populaire et à ses côtés tous les services de sécurité dans la sauvegarde et la sécurisation de nos frontières et la sauvegarde de la stabilité du pays face à tous ces défis et face à toutes ces menaces. Je dirais aussi que de par notre positionnement géographique qui relève une importance géopolitique et géostratégique, comme je l'ai souligné auparavant, notre pays, et de par aussi la constance de ses positions politiques, l'Algérie se trouve être une cible privilégiée pour tous ceux qu'un tel positionnement dérange. Donc il va de soi que dans ce cadre, il y a ce qu'on appelle les nouvelles guerres post-4e génération, qui se basent sur l'utilisation de tous les moyens de déstabilisation possibles, à savoir guerre médiatique, guerre électronique, guerre cybernétique, utilisation des relais de l'intérieur, ce qui nous met face à des guerres complexes et multidimensionnelles. Donc, pour faire face à toutes ces menaces et ces défis et ces enjeux, il apparaît primordial de mettre en place des mécanismes et des contre-mesures qui doivent être préventives mais aussi dissuasives. Dans ce sillage aussi, tous ces défis et enjeux multiples nécessitent le développement d'une vision prospective et anticipative, et là ne pourrait être envisagé qu'en associant les élites nationales qui se trouvent en Algérie et au sein de notre communauté nationale étrangère. Et je vous remercie pour votre généreuse écoute. Merci à vous, professeur Sahel, pour cette... C'est bon. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, moi j'ai une question. Allez-y, je vous en prie. C'est monsieur, présentez-vous. C'est monsieur Sofiane Barodé de Al-Académie. J'aurais deux questions à poser. Bon, la première concerne la crise libyenne. Directement, l'un des principaux... Bon, il y a deux problèmes graves en Libye. On va dire la présence de forces étrangères de manière intensive, mais aussi le problème des milices, ou alors des entités armées non étatiques. Quelle est, à votre avis, la meilleure option pour tenter de désarmer les milices en Libye, ce qui est demandé par la communauté internationale, Berlin, Genève, par l'Algérie, par la Tout à fait. Ça, c'est la première question. La deuxième question concerne, est-ce que vous pensez que
on est au-delà de la normalisation entre le Maroc et l'antisécessionniste et qu'on est allé directement vers une alliance militaire belliqueuse dont l'objectif est justement la déstabilisation de l'Algérie et de la région de la Méditerranée occidentale. Moi, je voudrais juste compléter la question de mon confrère concernant la Libye. Bon, le report de l'élection présidentielle a été annoncé 2 jours avant. Parmi les arguments avancés, c'est que justement la présence de milices étrangères était un obstacle à leur tenue. Bon, il y a une proposition d'organiser les élections dans un mois. Il semblerait qu'aujourd'hui le Parlement devrait se réunir pour valider ou la proposer une autre date. Est-ce que vous pensez que justement la faisabilité de la proposition de la haute commission électorale est possible? Faisabilité de la tenue de l'élection le 24 janvier. Parce que là, il y a des sources parlementaires qui auraient affirmé qu'il faudrait minimum 6 mois ou 12 mois pour pouvoir réorganiser l'élection. Oui, permettez-moi juste de rassembler mes idées. Bien sûr, donc, parce que vous avez abordé un point très important qui s'articule autour de trois variables différentes. Vous avez cité les milices, il y a aussi les terroristes, il y a aussi les mercenaires. Donc vous avez 3 composantes qui agissent justement sur la scène libyenne. Pour ce qui est des milices, là je vous rappellerai qu'il y a, dans le cadre du dialogue interlibyen, ils ont mis en place plusieurs mécanismes, parmi lesquels il y a le comité 5+5 militaire qui est chargé des affaires militaires et sécuritaires, etc. Donc ce comité justement a fait d'énormes progrès, parce que déjà il faudrait rendre hommage aussi à nos frères libyens et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce dialogue qui a permis justement d'aboutir vers ce genre de mécanisme, que ce soit celui qui est lié à cette dimension militaire et sécuritaire, ou celui qui est lié à l'organisation des élections, etc. Donc pour la question des milices, à mon sens, ça pourrait être réglé dans le cadre d'une réunification d'une armée nationale. Et ça, c'est une question de souveraineté nationale qui revient de droit aux Libyens. C'est aux Libyens eux-mêmes de choisir la voie qu'ils jugent la plus indiquée et la plus pratique pour régler ce genre de problème. Pour ce qui est des milices. Maintenant, pour ce qui est des mercenaires. Milices et mercenaires sont aussi liés justement à cette variable d'interférence et d'ingérence étrangère. Parce que quand on dit qu'il y a des partis qui s'ingèrent, elles s'ingèrent par le biais de certains politiques, mais aussi par le biais de certains milices. C'est pour cela que je vous ai dit, la solution elle doit être globale et multidimensionnelle. Mais pour ce qui est de l'avenir de ces milices, ça c'est un problème technique qui pourrait être réglé dans le cadre de cette commission. Voilà. Maintenant, pour que cette solution puisse réussir, il faudrait au départ mettre fin à toute ingérence et à toute immixtion de l'étranger, ce qui est difficile à réaliser. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des intérêts géoéconomiques extrêmement importants en Libye. Maintenant, c'est tout le monde qui est focalisé sur l'après. Il y a une douzaine de puissances qui agissent directement. Oui, c'est clair. Il y a un marché juteux pour ces puissances. Déjà, il y a de l'armement. Alors, la question est posée. C'est le plus grand marché d'armement. Il n'y a pas que l'armement, il y a l'armement, il y a le pétrole, il y a beaucoup de choses à... C'est pour cela, quand on dit que la solution en Libye, elle doit être d'abord politique. Et elle doit être essentiellement libyenne. Elle doit se faire par le biais d'un dialogue interlibyen, mais un dialogue souverain, loin de toute ingérence et loin de tout agenda. Parce que quand vous avez des interférences, cela veut dire que vous avez des choix qui sont dictés.
de l'extérieur. Et ces choix sont fondamentalement contre les intérêts suprêmes du peuple libyen. Et là, on revient à la position, à l'importance de la position algérienne, qui a toujours défendu l'idée d'une solution politique basée sur un dialogue souverain interlibyen. C'est-à-dire c'est aux Libyens eux-mêmes de choisir les moyens et les voies, les mécanismes qui leur permettent d'aller vers cette solution politique. Dans le cas présent, ils semblent être dans l'incapacité de surmonter leur division et leur... Tout simplement parce que les interférences étrangères sont toujours là. Par exemple, ça... Les influences, je termine, les influences étrangères sont toujours là. Elles sont contre-productives. C'est pour cela quand on dit la multiplicité des agendas ne fait que retarder l'aboutissement de cette solution politique, justement. L'interférence, la présence d'un certain nombre de milices qui sont liées et connectées à des partis extérieurs, le jeu d'influence, justement, de ces puissances étrangères a fait que les élections n'ont pas abouti. Maintenant, vous avez cité les mercenaires. Les mercenaires, la question est claire. Il faut qu'ils soient mis dehors d'une manière claire et nette. Mais comment l'imposer sur le terrain? Ça relève des compétences du Conseil de sécurité. Les Turcs c'est au Conseil de sécurité les Turcs disent qu'on est venu dans un cadre légal, on a fait un accord avec un gouvernement reconnu par les Nations Unies. Justement, le gouvernement qui est issu de Skhairat, et là il y a un rôle marocain en Libye. Est-ce que le Maroc ne peut pas maintenir la Libye déstabilisée? Je peux pas entendre ça, non, je peux pas. Je préfère m'en tenir à ce que vous m'avez posé comme question, parce que là, ça sera une émission. La deuxième question, c'est sur l'alliance belliqueuse entre le Maroc et l'Antilles. Voilà. Et comme je l'ai souligné dans ma conférence, d'abord, je termine pour la première question. Vous avez cité les milices, les mercenaires, et il y a aussi les groupes terroristes. Parce qu'il y a la menace terroriste qui est importante, il y a la connexion qui peut exister entre le terrorisme actuel en Libye et certains groupes terroristes qui activent dans d'autres régions, comme le cas de la région du Sahel par exemple, ou en Syrie. Je dois répondre maintenant. Bien sûr, surtout. Allô? Allô? Ça. Donc je disais, donc il y a cette menace terroriste qui constitue elle aussi un enjeu majeur pour la stabilité de la Libye et de la région. Pour la deuxième question, comme je l'ai souligné dans ma conférence, ce rapprochement entre l'identité sioniste et le Maroc n'a fait qu'être officialisé, n'a été une officialisation de ces liens qui existent déjà depuis des années. Mais il y a un traité militaire. Non? Il y a un traité militaire, il n'y a pas il y a toujours eu une coopération militaire au niveau technique, au niveau des renseignements depuis longtemps. Mais là, on parle de sous-marin nucléaire, par exemple. C'est un traité militaire qualitatif, il y a un pas de plus qui est fait. Mais chez le Maroc, y compris dans le traité Abraham, c'est-à-dire il y a une alliance arabo-sioniste offensive qui vise Balak à neutraliser des pays comme l'Algérie résistants. Ils peuvent pas, on ne pourra jamais neutraliser un pays comme l'Algérie. Mais est-ce que c'est l'objectif? L'objectif, c'est clair. C'est celui qui est visé, c'est bien entendu l'Algérie, c'est tout à fait normal. Maintenant, ça c'est un fait. Il y a cette coopération que vous citez, ces accords, etc. Mais il y a un autre fait qui est important aussi, que vous avez omis de souligner. C'est qu'à l'intérieur du Maroc, ça commence à... il y a une ébullition extraordinaire, il y a une réaction... eh bien oui, tout simplement parce que ceux qui gèrent le Makhzen ont pensé que le peuple marocain ne pouvait jamais réagir à cette dynamique contre nature. Or, ils ont oublié que ce rapprochement se met au détriment
se fait au détriment de la cause palestinienne, une cause qui est chère aussi au peuple marocain. Les Marocains, c'est des musulmans qui eux aussi ont des sentiments religieux importants à l'égard de la question palestinienne, parce qu'il y va du troisième lieu saint et sacré pour les musulmans. Donc, cette dimension que peut-être les conseillers du Makhzen et les parrains sionistes ont omis, ou n'ont pas pris en compte, je pense qu'elle leur réservera une grande surprise. Parce que quand un peuple se réveille, c'est difficile à l'arrêter, à le contenir. Donc maintenant, pour ce qui est des répercussions de cette alliance contre la nature, l'Algérie est un pays qui a tout le potentiel qu'il faut pour défendre son territoire, pour défendre sa sécurité nationale et pour défendre son peuple, tout simplement. Vous avez cité, Madame, la dimension qui est liée aux élections. Oui. D'abord, ce qui est important, c'est de dire que quelques années avant, personne ne croyait à cette solution politique. Maintenant, on est arrivé en 2021 à parler de la mise en œuvre d'un des mécanismes par lesquels on essaye de faire aboutir cette solution politique, qui est le mécanisme des élections. C'est une chose importante. Maintenant, est-ce que les conditions sont réunies pour justement organiser? C'est clair. C'est les Libyens eux-mêmes qui disent que ce n'était pas possible. Oui. Maintenant, dire qu'on pourrait les organiser d'ici un mois, ça, il faudrait être sur le terrain pour l'affirmer d'une manière solennelle. Tout ce que disent les officiels libyens va dans le sens d'un probable ajournement des élections. Mais ce qui est important, c'est qu'il faudrait rendre hommage à tous les Libyens, toutes les forces politiques libyennes qui ont adhéré à cette logique. Il faudrait rendre hommage à tous les pays, et à leur tête l'Algérie, qui font tout pour aider le peuple libyen à aller dans le sens de cette solution politique. Maintenant, pour qu'elle réussisse, il faudrait justement des impératifs. Le Conseil de sécurité doit faire jouer ses prérogatives en imposant des décisions qui pourraient peut-être arrêter ce jeu d'influence négative et aussi cette présence de mercenaires et de milices, etc. Voilà. Donc je vous remercie. Merci à vous pour toute l'attention que vous m'avez donnée. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur Saïd.